Brestoise, y a-t-il vraiment besoin d'une introduction pour ce 50e épisode 50e épisode historique, on peut le dire. Je ne sais pas si on imaginait un jour arriver à 50, comme je l'ai dit la semaine dernière, mais voilà, on y est. On y est 1 an et quelques mois et quelques semaines après avoir démarré donc cette histoire brestonnaire. Je suis rejoint uniquement, malheureusement, saison des conseils de classe. On a un de nos membres éminents qui est absent, qui ne peut pas être présent aujourd'hui, mais le cœur y est, on en est sûr. Mais Yann, toi tu es là, tu es de retour. Même on l'avait annoncé aux grandes dames de nos followers sur Twitter, puisqu'on avait annoncé une petite surprise. Évidemment, en dernier jour de Mercato, les gens qui ne sont pas contents, visiblement, de te voir revenir, mais ils vont devoir faire avec. Hein. Et oui, et puis je tiens quand même à souligner qu'en termes de prix, j'étais pas la personne la plus gourmande sur le marché. Je connais la maison, me revoilà. Oui, les négociations ont été assez fluides. Hein. Ça s'est bien passé avec ton agent, qui n'est pas ton frère, hein, comme celui de Jeff, Reine Adélaïde et autres, Edinson Cavani. Donc ça s'est plutôt bien passé. D'ailleurs, avec ta première paye, tu t'es donc payé un micro, messieurs dames. Et oui, un micro fabuleux, un son fluide et de qualité pour toi, Yann. Donc ça nous fait plaisir. C'était le bon achat de cette fin de mercato, pas un panic buy pour toi. Hein. Non, et puis un achat relativement peu coûteux, même si on doit quand même préciser qu'il a coûté plus cher que Denis Bain. Et oui. Alors, messieurs, dames, pour ce 50e épisode, un podcast finalement assez habituel, on va dire dans son squelette, puisqu'on va donc revenir sur la victoire, on va dire, de Brest contre Monaco, c'était donc dimanche dernier à Francis-Leblay. Puis les traditionnelles news et enfin un petit point de mercato puisqu'il n'y a pas de match ce week-end pour cause de trêve internationale. Mais évidemment le mercato s'est terminé pour nous hier, donc c'est l'occasion un peu d'y revenir. Et notamment sur le départ de Ibrahima Diallo du côté de Southampton. Alors Yann, commençons par ce Brest-Monaco. Alors Brest-Monaco, je vais rappeler évidemment les compos comme c'est de nature désormais. Brest en 4-2-3-1, donc comme d'habitude, hein. Malgré les départs, le départ et la blessure de Christophe Herrel notamment. L'arseneur dans les buts, Pierre-Gabriel, Chardonnay, Duverne et Perrault dans le quatuor défensif, pardon. Belkebla et Lannes, donc qui était donc le joueur choisi par Olivier Dalloglio pour remplacer Ibrahima Diallo. Le Doiron, Charbonnier et Fèvre derrière Mounier, ça c'est désormais du classique. Du côté monégasque, un 4-3-3 pour Niko Kovac, avec Benjamin Lecomte dans les buts, Aguilar, Badiachil, Matsima et Biancone pour les 4 joueurs de la défense monégasque, Fabregas, Fofana et Diop au milieu. Donc Fabregas qui a joué à Francis-Leblay, ça c'est... On ne s'y attendait pas il y a 10 ans en tout cas. Voland côté droit, Gelson Martins côté gauche et Ben Yedder en pointe, un Ben Yedder pas très à son aise, qui n'est pas pour nous déplaire. Et donc le buteur, le seul et unique buteur, Romain Fèvre à la 8e minute, un superbe plat du pied qui sent vraiment une grande classe, une habileté technique qu'on voit finalement depuis le début de saison pour Romain Fèvre. Mais un match finalement assez monotone. On a été très heureux après 8 minutes, mais les 80 dernières ont été assez stressantes. Et un Monaco qui a largement dominé, même si les Monégasques ne sont pas finalement procurés beaucoup d'occasions, en tout cas de grosses occasions. Ils ont beaucoup tiré au but, 20 fois, mais avec seulement 2 tirs cadrés. C'est la moitié du nombre de tirs cadrés brestois, puisque Brest a cadré 4 frappes pour seulement 5 tentatives. Donc à ce niveau-là, Monaco a pêché dans son réalisme et finalement, je ne sais pas si c'était vraiment l'idée de Dalloglio, mais Monaco a usé et abusé de centre et c'était finalement, ça a joué en faveur des Brestois, notamment de Brendan Chardonnay qui est vraiment dans son élément lorsqu'une équipe attaque de cette façon. Puis juste avant de démarrer, peut-être une stat qui fait un peu plaisir. Ces dernières semaines, on s'était quand même plaint du fait que Brest prenait beaucoup de buts, que les adversaires avaient une efficacité proche de 1 but pour une frappe. Là, du coup, tu disais que Monaco a fait 21 frappes. C'est plus que le nombre de frappes concédées par Brest jusqu'ici.
Et bah, cette fois, ça fait 0 but. On va pas se mentir, si on rejoue ce match, je sais pas, 50 fois, on le perd sûrement 49. En tout cas, si on le rejoue de la même manière. Exactement. Maintenant, à voir, est-ce que c'est Brest qui a laissé le ballon à Monaco, selon toi, ou est-ce que c'est vraiment Monaco qui l'a confisqué? Est-ce que le but, assez tôt, très tôt même dans la rencontre, a changé le plan de jeu de Dalloglio? Et est-ce que peut-être le départ aussi de Diallo, l'absence de Diallo et l'arrivée de Lann a joué dans ce 70-30, hein, puisque Monaco a eu 70% de possession de balle et Brest 30, c'est vraiment des statistiques qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir avec le Stade brestois depuis l'arrivée de Furlan finalement. Est-ce que tu serais pas en train d'insinuer qu'on aurait marqué trop tôt? Tu fais bien de le dire, puisque c'était évidemment ma question, est-ce qu'on n'a pas marqué trop tôt? Non, est-ce que contre Angers, on n'avait pas marqué 2 buts trop tôt? Oui, ah bah ça, oui, peut-être. Mais non, plus sérieusement, je te trouve un petit peu dur en disant qu'on a arrêté de jouer directement après le but, dans le sens où, pour moi, on a quand même fait 20 premières minutes assez engageantes. Il y a engageantes. l'occasion de Mounier, juste après le but. C'est ça, mais même... Mais à partir de la 20-25e minute, il n'y a eu plus qu'une équipe sur le terrain, en tout cas offensivement. Ça, je suis d'accord. C'est juste qu'entre le but et la 20e minute, on est quand même resté avec un positionnement assez haut. Fabregas, c'est très plaisant de se dire qu'un champion du monde 2010 a mangé la pelouse à Francis Lobé et n'a quasiment rien réussi, alors qu'il était quand même sur un très bon début de saison. Comment l'expliquer? Je sais pas trop. J'ai quand même eu l'impression que c'était peut-être voulu, au final, du côté des Brestois, de reculer progressivement. Je saurais pas forcément expliquer, parce que, comme on l'avait dit en avant-match, ce qui était peut-être le point faible monégasque à nos yeux, c'était la défense et leur charnière inexpérimentée. Au final, ça a été un choix visiblement de laisser le ballon à Monaco. Ça a payé, mais comme je l'ai dit, ça a payé une fois et je doute que ça repaye par exemple au match retour. On a gagné un peu à Langevin, on peut le dire. Oh oui, largement. Et on pourrait potentiellement être inquiet par le jeu déployé ce week-end si c'était le cas toutes les semaines, mais ce n'est pas le cas toutes les semaines. Et je pense que là, on peut Alors évidemment, il y a le départ de Diallo qui peut peser dans la balance, puisque c'était le premier match avec le nouveau milieu de terrain, comme on peut l'appeler. Du coup, à voir comment ça évoluera. Est-ce que Lann, Mbok, Magnetti, Batokyo pourront compenser le départ de Diallo avec le ballon? Est-ce que les automatismes se feront assez facilement, puisque on sait que l'année dernière, par exemple, Diallo avait été pas mal absent, notamment à partir du début de l'hiver, si je dis pas de bêtises. Début décembre, quelque chose comme ça. Donc voilà, il y a quand même eu des matchs sans Diallo l'année dernière. Mais est-ce que l'absence de Diallo, déjà, j'imagine que oui, dans la récupération du ballon, c'était beaucoup plus dur. Lann n'a pas du tout les mêmes qualités que Ibrahima Diallo. Mais évidemment, dans l'utilisation du ballon, est-ce que Lann a aussi les mêmes capacités, en tout cas physiques, techniques? Oui, encore que il a du mal à le prouver. Mais c'est surtout éliminer un joueur pour faire la différence. Là-dessus, ça reste à voir. Donc voilà, on pourrait être inquiet, mais on se dit quand même qu'on est tombé sur un adversaire très très solide, qui manque un peu de créativité, hein, quand même. Je pense que ça, on peut le noter. Une créativité que Brest possède, justement. En tout cas, on l'a vu sur les dernières semaines. Mais c'est sûr que les Voland, les Ben Yedder, les Gelson Martins, les Sofiane Diop, parce que c'était peut-être lui le joueur le plus dangereux dimanche à Francis Leblay. C'était solide, en tout cas techniquement. Et c'est vrai que on n'a pas vu le ballon. On n'a pas vu le ballon. Et contre Nantes, on aura sûrement plus le ballon que contre Monaco. Encore que du côté nantais, il y a un milieu de terrain qui est très bien rodé également, mais on en reviendra plus tard. Mais effectivement, au final, est-ce que ce qui aurait manqué à Monaco, ce serait pas un Romain Fèvre, tout simplement un mec qui, sur ses 20 premières minutes, c'est peut-être lui le meilleur Brestois à mon sens et qui est logiquement récompensé par son but, mais c'est aussi parce qu'il y a une créativité assez folle et puis c'est très difficile au final de savoir ce qu'il va faire, d'arriver à anticiper, que ce soit dans ses déplacements avec ou sans ballon. C'est pas forcément quelque chose à quoi je m'attendais en début de saison. Je m'attendais à avoir un taquineur de ballon, mais assez prévisible. Et au final, non, c'est un peu l'élément fou de ce début de saison. On en reparlera peut-être un peu au niveau du mercato, mais c'est sûr que la recrue
du mercato. Pour l'instant, c'est certainement lui. Et il arrive à faire Évidemment, la configuration du match n'était pas vraiment pour lui plaire, hein, puisque c'est vraiment un joueur qui aime le ballon, qui aime le toucher. De temps en temps, il redescend assez bas, d'ailleurs, pour le toucher et avoir le jeu devant lui. C'est pour ça que notamment j'ai émis l'idée sur Twitter qu'il puisse finalement jouer à côté de Belkebla, en tout cas dans certains matchs, hein, où on sait qu'on aura le ballon, par exemple Nantes. Mais c'est vrai que rien que son but, hein, je le disais tout à l'heure, une vraie finition de grande classe, hein, un plat du pied vraiment relâché. Ouais, c'est déjà 2 buts, hein, pour Romain Fèvre, et une influence sur le jeu qui est assez impressionnante pour un joueur qui n'a même pas 10 matchs de Ligue 1 dans les jambes. Après, tu parlais d'un match qui effectivement ne correspondait pas forcément aux qualités de Romain Fèvre. Par contre, il y en a un que j'attendais vraiment de voir dans ce type de match et il m'a pas déçu, c'est Steve Mounier, qui a dû passer un dimanche après-midi de merde, mais qui a été très utile, qui doit être lessivé. Et même sur le but, on a beaucoup parlé de l'appel de Benedetto entre Marseille et Lyon, mais celui de Mounier sur le but de Fèvre, c'est pas mal non plus. Bah, c'est pour ça qu'on l'a acheté, c'est pour ça qu'on a payé les gros euros pour le faire venir. Et c'est vrai que depuis son arrivée, il montre un panel assez intéressant comment dire, enfin, il est bon dans toutes les situations de match, quoi. Mm. Il est bon dos au but, évidemment, c'est dans cette situation que tu l'attendais contre Monaco, et c'est vrai que à quelques reprises, alors évidemment c'était pas facile, hein, contre des monstres physiques, Badiachil et Matima, mais à quelques reprises c'est vrai qu'il a pu montrer ce qu'il pouvait faire dos au jeu et orienter le ballon, faire ressortir le bloc. Alors ça durait pas évidemment très longtemps, hein, mais il l'a fait. Et c'est vrai que ces petits instants de répit font du bien à une défense. Et c'est vrai qu'il a été bon aussi contre Angers. C'est plutôt un bon passeur, un bon technicien. Il sait ce qu'il sait faire et il sait ce qu'il ne sait pas faire. Et ça, c'est comme pour Chardonnay par exemple, c'est une grande qualité. Il reste dans son registre, il fait des bons appels, des bonnes passes, des bons contrôles aussi. Et ça, c'est un joueur qui apparaît très précieux depuis qu'il est arrivé. Et je m'y attendais pas honnêtement. Je m'y attendais pas en tout cas à un joueur aussi complet. Alors il manque peut-être un peu de vitesse, mais ouais, il peut pas non plus. S'il était aussi complet, il serait peut-être pas à Brest aujourd'hui. Mais c'est vrai que jeu de tête, avec ses pieds, il est pas manchot non plus. Donc vraiment une recrue de qualité pour l'instant. Maintenant, il va peut-être falloir le faire souffler aussi parce que il a pas fait de préparation et il enchaîne les 90 minutes toutes les semaines là. Donc il va peut-être falloir le faire souffler, comme Jérémy Le Doiron par exemple, qui découvre la Ligue 1 et qui progresse de match en match. Bah justement, sur la question Le Doiron, j'ai l'impression de dire ça toutes les semaines, hein, mais c'est peut-être son meilleur match depuis le début de saison. Pour une fois, je pense que c'était vraiment un match qui était taillé pour lui. À partir du moment où on s'est dit qu'on allait défendre, je préfère avoir un Jérémy Le Doiron, tout aussi limité soit-il, qu'un garçon comme Franck Honora qui déjà pose forcément quelques questions dans l'attitude et qui surtout n'a pas l'air de vraiment savoir défendre. Là où Jérémy Le Doiron, bah, au final, voilà, pour moi, ça reste évident que ce n'est pas un joueur qui a le niveau Ligue 1. Mais sur ce match-là, j'ai préféré le voir plutôt que voir Franck Honora. Il n'a pas encore le niveau de Ligue 1, mais il s'en rapproche en tout cas. Match après match, il s'en rapproche. C'est lui qui fait la récupération du ballon. Alors il y a faute ou pas, ça, c'est pas notre problème. Hein. Mais c'est lui qui récupère le ballon, qui donne à Charbonnier, qui est centre pour Fèvre. Donc c'est aussi pour des choses comme ça que j'imagine qu'il a gagné sa place. Et si les autres veulent récupérer leur place, bah, qu'ils le montrent à l'entraînement, qu'ils le montrent quand ils rentrent en jeu. Et pour l'instant, on peut pas dire que ce soit vraiment le cas. Alors Cardona, évidemment, n'a pas joué ce week-end. J'imagine qu'il est toujours un peu puni de son investissement. D'ailleurs, Olivier Daoglio n'a fait que 2 changements, ce qui n'est pas son habitude. Il a sûrement été un peu échaudé après ces changements ratés à Angers. Et finalement, il a vu que le bloc était plutôt bien en place et qu'il n'y avait pas vraiment besoin de changer. Et ça, c'est plutôt positif également. Et des changements très tardifs. Donc ça montre qu'il ne fait pas des changements pour faire des changements, comme certains pouvaient se demander. Bah nous, la semaine dernière, par exemple. Oui, tout à fait. Après, juste pour revenir sur la question Le Doiron, qui au final pour moi elle est indissociable de la question de Franck Honora, c'est une question que je me pose forcément, c'est que si Olivier Dalloglio préfère mettre Jérémy Le Doiron au-delà de la question du niveau d'expérience, c'est peut-être une question de profil.
parce qu'effectivement, un garçon comme Le Doiron fait énormément d'efforts. Il est sûrement plus utile dans un bloc bas, mais du coup, ça remet un peu en cause tout l'intérêt du transfert de Franck Honora. Dans le sens où si on voulait un ailier qui a des grandes qualités défensives, qui a une grosse activité, un peu comme l'avait Yoann Cour, bah, c'était peut-être pas Franck Honora qu'il fallait recruter. Bien sûr, la saison est longue, on verra comment il sera utilisé. C'est pas un jugement sur le niveau du joueur, mais est-ce que c'est vraiment le profil dont on avait besoin? Je commence à avoir certains doutes. Le fait que Grégory Lorenzi le suive depuis plusieurs mois, on peut peut-être imaginer que c'est un peu une question, je sais pas, d'ego, que voilà, Lorenzi voulait vraiment, Grégory Lorenzi voulait vraiment avoir Honora depuis quelques temps. Maintenant, oui, voilà, la saison est longue, ça permet aussi de diversifier les profils disponibles pour l'entraîneur. Et globalement, sur les côtés, maintenant, évidemment, tu as la possibilité de faire jouer Fef, qui est plus un meneur de jeu, qui joue sur le côté, qui aime permuter avec Charbonnier. Tu as la possibilité de faire Cardona, qui est plus un joueur de profondeur, un joueur qui arrivera un peu plus dans la surface, qui n'a finalement pas trop besoin le ballon pour exister. Mais c'est vrai qu'il y a une diversité de profils qui est assez intéressante pour l'entraîneur, et j'imagine que ça ne doit pas être facile non plus pour lui de faire la compo depuis le début de saison. Néanmoins, sur Le Doiron, il y a peut-être, évidemment, il découvre la Ligue 1, donc c'est un peu dur de dire ça, mais il y a peut-être un manque au niveau de la répétition d'efforts à court terme, parce qu'il y a quand même eu pas mal de fois où Biancone était assez esselé sur son côté gauche face à Pierre Gabriel qui a été d'ailleurs très satisfaisant d'être trouvé. Mon homme du match. Bah voilà, on en reviendra peut-être un peu plus tard. Mais c'est vrai que Biancone et Martins étaient parfois à 2 contre 1 contre Pierre Gabriel. Il y avait quelques secondes de retard pour Le Doiron. Après, voilà, on peut pas non plus être toujours au marquage, mais c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, notamment, il a beaucoup plus fait d'efforts et il a joué beaucoup plus bas qu'en première. Et ça s'est vu parce qu'on a moins vu Biancone et Aguilar, notamment, sur les deux côtés de l'attaque monégasque. Je parlais rapidement de clean sheet. C'est vrai que voilà, le plan de jeu a fonctionné avec un manque de créativité monégasque, comme on l'a dit, et beaucoup de centres qui ont atterri sur les têtes de Perrault, de Pierre Gabriel, de Chardonnay et de Duverne. Et finalement, c'était un match taillé. Si RL devait être absent, c'était peut-être l'idéal pour Benoît Chardonnay d'arriver contre Monaco face à un style de jeu qui était finalement qui lui convenait parfaitement. Il est peut-être un peu plus en difficulté quand le Stade Brestois doit faire le jeu. Encore que voilà, il n'est pas non plus maladroit avec ses pieds, mais peut-être un peu plus que Christophe Herrel. Et finalement, un très bon match comme il nous l'a habitué finalement quand il joue pour Benoît Chardonnay. Et la question va peut-être se poser pour les prochaines semaines, Herrel ou Chardonnay? La question va nécessairement se poser parce que non seulement c'était plutôt un bon match de Brendan Chardonnay, non seulement c'est un clean sheet, mais en plus se voir qui on avait en face. Enfin, il a quand même réussi à museler avec Jean-Kevin Duverne un Wissam Ben Yedder qui a brillé en équipe de France il n'y a pas si longtemps que ça. Et surtout, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que quand Wissam Ben Yedder est sorti, il a laissé sa place à Stefan Jovetic, qui est quand même un profil totalement opposé. Et ça n'a pas posé de soucis au final, que ce soit le petit buteur rapide, vif, Ben Yedder, ou le gros lourdeau, très costaud dans les duels, Jovetic. Ça a été pareil, que ce soit pour Chardonnay ou Duverne. Donc, effectivement, la question va se poser, parce qu'on avait plutôt tendance à dire que Christophe Herrel avait un peu un avantage de par son expérience, surtout de par sa capacité à gérer les petits profils comme celui de Ben Yedder. Là, Chardonnay, sur ce match-là, il a montré qu'il arrivait à le faire aussi. Il y a juste une ou deux occasions, alors je ne sais pas s'il est vraiment fautif, mais il y en a une où il mord sur une feinte de frappe de Gelson Martins qui ensuite n'enroule pas assez son ballon. Et à la fin, une tête de Jovetic, mais là, je ne sais vraiment pas s'il est fautif ou pas. Mais il y a deux Monégasques qui sont seuls au deuxième poteau et une tête de Jovetic qui croise et qui passe pas très loin du poteau gauche, si je ne dis pas de bêtises, de Gauthier Larsonneur. Mais globalement, c'est vrai que la prestation était assez qualitative de la part du troisième défenseur central. En tout cas, c'est comme ça qu'il est présenté, qui vient de prolonger d'ailleurs. Et alors, peut-être le dernier point de discorde, c'est le milieu de terrain. Le milieu de terrain, est-ce que Lannes est là pour durer?
puisque maintenant que Diallo est parti, il va falloir trouver un remplaçant qui ne sera pas une recrue, ou en tout cas pas une recrue qui vient de l'étranger, puisqu'il y a encore quelques jours. Il me semble que c'est jusqu'au prochain mercato qu'on peut signer un joker. C'est ça, un seul joker. Donc il peut venir de France, mais c'est vrai que les rumeurs venaient pas un peu plus de l'étranger. Mais donc le remplaçant de Diallo ne viendra pas de l'étranger. Il viendra sûrement de l'effectif actuel du Stade brestois. On a vu Paul Lannes face à Monaco. Alors on n'est évidemment pas très Paul Lannes ici, on ne va pas se le cacher. Mais il a fait le taf, on va dire. Oui, et puis il a fait le taf surtout avec une condition physique qui pour moi n'est pas encore optimale. On se rappelle quand même qu'il a eu je crois que c'est une élongation, enfin une blessure qui a pas mal traîné ces dernières semaines. Je l'ai trouvé un peu juste physiquement, mais peut-être que s'il arrive à revenir, à arriver enfin à une forme, à son pic de forme, ça peut être une solution viable. Après, si, l'avantage que j'ai trouvé à cette titularisation-là, c'est que ça a un peu libéré Belkebla, que j'ai trouvé au-dessus de ses dernières performances. Mais je vais pas vous mentir, ça aurait pas été mon choix. Je m'attendais plus à avoir un Christian Batocchio. Je m'attends toujours plus à avoir un Christian Batocchio dans qui était absent. Voilà, c'est ça. Avant les groupes, je m'attendais à avoir Batocchio. Et je pense que ce sera le cas, notamment contre Nantes. Alors évidemment, ici, on est Yanga Mbok Football Club. Et on l'expliquera pourquoi dans un prochain article sur Footbraze, mais ça, on vous en dira plus dans les news, évidemment. Alors Yann, on a fait le tour, je crois, si je dis pas de bêtises sur Monaco. C'est un match pas compliqué à analyser, mais c'est vrai qu'il était assez monotone. Donc finalement, ce qu'on peut analyser à la 20e minute, on peut aussi l'analyser à la 85e. Mais on le fait, et c'est surtout une victoire. Et Brest qui repasse dans la... Alors je crois que Brest est 11e actuellement, à égalité avec Marseille notamment. C'est ça, on était 10e. Brest déjà se replace dans un ventre mou qui est plutôt agréable quand on s'appelle Brest. Et Brest prend pas mal d'avance déjà sur quelques équipes, dont Dijon, qui n'a toujours pas pris qui n'a toujours pas gagné, pardon. Et Reims également, qui ne sont pas vraiment bons cette année. Non. Mais des équipes comme Lorient également sont à quelques points. Je rajouterais par exemple une équipe comme Strasbourg, qui galère, malgré leur achat aussi surprenant que coûteux de Habib Diallo, l'ancien Brestois évidemment. Mais c'est vrai que Brest prend de l'avance et confirme que, pour moi en tout cas, ce n'est pas une équipe... Alors évidemment on en parle parce que c'est l'objectif principal de la saison, mais pour moi, après 6 journées, Brest ne se présente pas, un peu comme Nîmes, comme une équipe qui a le profil d'un futur relégué plutôt. Oui, et je te rejoins d'autant plus que c'est 3 points de plus, et je pense que c'est 3 points que nos concurrents ne prendront pas. Monaco va pas perdre 10 matchs cette saison. On a quand même vu une belle équipe de Monaco, et je pense qu'ils vont battre assez facilement, que ce soit Strasbourg, Dijon... Strasbourg qu'ils ont battu en finissant à 9, on le rappelle. Voilà, c'est ça. Donc, ils ont 20 minutes à 9 quand même, ou une demi-heure. Et il y a aussi un côté justice, après le match contre Angers, qu'on méritait certainement de gagner. Là, on méritait peut-être pas de gagner, mais finalement 3 points sur les 2 dernières semaines, voilà, c'est sûrement le tarif que les Brestois méritaient. Donc c'est agréable aussi de reprendre une marche positive. Et pour les joueurs, ça doit être un soulagement également d'avoir gagné après avoir dû gagner. On a fait le tour, je crois que c'est tout ce qu'on pouvait dire sur ce Brest-Monaco. Petite statistique pour toi Yann, pour terminer. Est-ce que tu savais que Brest-Monaco, c'était le plus long déplacement des 5 grands championnats? Alors, de Brest, je le savais, mais des 5 grands championnats, je ne le savais pas. Eh oui. Par exemple, un Monégasque pourrait aller plus rapidement jusqu'à Budapest plutôt qu'à Brest. Donc voilà. Alors évidemment, ça ne vaut pas le Vladivostok-Kaliningrad, que nos amis russes peuvent se faire 2 fois par an en première division russe, ou en tout cas en deuxième division russe, mais qui s'appelle la première division. Mais c'est quand même un beau petit trip avec 1457 km, 13h30 de route si tu y vas en voiture. Donc voilà, avis aux passionnés pour le déplacement du retour. Sur ce, passons aux news. Ah, les supporters là, c'est quoi les news ce soir? Les news, Yann, avec évidemment, on va commencer par avant le retour de ta chronique exceptionnelle
qu'on avait un peu défoncé la semaine dernière. Hein. Mais on va parler des jeunes et des féminines. Alors la N3 n'a pas joué puisqu'il y avait week-end de Coupe de France et la N3 qui se déplacera à la T-Arène samedi à 18h. Les U19 ont été prendre un bon point à Châteauroux dans un match où ils étaient menés 2-0. Ils ont réussi à réduire le score puis à égaliser en deuxième période. But de Matteo da Silva et de Curtis Chadet sur penalty. Les U19 qui vont jouer tous les 3 jours cette semaine puisqu'ils joueront à Concarneau. Alors pour vous ce sera hier, ce qui n'a absolument aucun sens. Mais pour nous donc c'est demain. Et les U19 qui joueront également contre Avranches dimanche à 15h. Ce sera à Penn-Hélène. Donc là pas de match en parallèle du côté des pros. Donc c'est agréable. N'hésitez pas à aller faire un tour hein, puisque c'est une des équipes les plus intéressantes à voir jouer. Du côté du Stade Brestois, les U19, c'est vraiment très agréable, vraiment une très très bonne équipe, une équipe qui joue vraiment très bien au foot également, très enthousiasmante à voir évoluer, donc n'hésitez pas à aller faire un tour à Penn-Hélène ce dimanche, avec un masque évidemment, puisque c'est obligatoire, et donc les U19 qui restent 3e avec 10 points. Les U17, eux, ont concédé plutôt le match nul contre le Stade Rennais, puisqu'ils avaient ouvert le score par Guillaume Leroux qui avait été appelé en sélection de l'équipe de France, en sélection U16 pour un stage. Mais les Rennais ont égalisé en fin de match, donc un point pour le Stade Brestois U17, qui est donc 11e avec 5 points, et qui se déplace à Angoulême dimanche à 11h. Enfin, les féminines qui se sont inclinées lourdement du côté de Orléans, 4-0, les féminines qui sont donc 10e avec 3 points, donc c'est pas vraiment en phase avec les ambitions qui étaient annoncées, et les féminines accueilleront Saint-Malo pour le seul derby breton, sauf évidemment si Nantes, mais bon ça c'est des questions, voilà, ça ne nous regarde pas. Ce sera au Relecq-Kerhuon samedi à 19h, et maintenant je te laisse la parole parce qu'il y a du Brestois qui ont été transférés déjà et qui ont brillé également. On va commencer classique par les joueurs qui ont brillé. Et autant la semaine dernière, en Ligue 2, ils avaient été un peu nullos, on va dire. Cette semaine, ça a été la fête. Hein. Déjà, ça a été la fête du côté d'Auxerre, qui se relance totalement avec une victoire 5-1 face à Ajaccio. Une victoire à laquelle ont largement contribué Mathias Autrette et Quentin Bernard, tous les deux passeurs décisifs et globalement auteurs d'une belle performance. Autre passeur décisif en Ligue 2, c'est Jason Berthomier, qui fait quand même un relativement bon début de saison du côté. Donc victoire 3-0 de Clermont face au Rodez de Valentin Henry. Un peu plus en difficulté Valentin Henry sur ce début de saison, mais c'est pas dramatique non plus. Et enfin, celui dont on a beaucoup parlé cet été, c'est Yoann Cour, qui a disputé son deuxième match avec Caen et qui a déjà été décisif, passeur décisif sur l'unique but de la rencontre face à Amiens. À noter que les supporters cannais sont très très heureux de sa performance et l'ont, il me semble, élu homme du match, simplement. Et donc voilà. Est-ce qu'ils en diront de même de l'autre ancien Brestois, à savoir Alexandre Mady? Je ne sais pas. SM Pont qui se retrouve quand même, il me semble, à la 3e ou 4e place du classement de Ligue 2, mais qui se retrouve toujours derrière le Paris FC de Gaëtan Bello, passeur décisif également ce week-end, et Gaëtan Bello qui caracole en tête de la Ligue 2. On espère le revoir peut-être après l'an prochain. Deux autres joueurs qui brillent, cette fois c'est dans la division encore inférieure, c'est en national. Alors tout d'abord c'est Guillaume Buon qui a été élu meilleur joueur du mois de septembre du côté du Bastia Bordeaux. C'est quand même une grosse satisfaction pour lui quand on se rappelle des difficultés qu'il a connues l'an dernier du côté d'Avranches. Avranches qui l'an dernier a loupé la montée de peu et qui se semble bien parti pour jouer de nouveau la montée cette saison. Ils sont 3e de national. Une victoire convaincante face à Cholet ce week-end avec encore un Pierre Magnon au four et au moulin. Si lui aussi pouvait retrouver la Ligue 2, ce serait une bonne chose. Et évidemment, on finit cette séquence par ce qui est peut-être la star, c'est Neil Maupay, encore buteur à Brighton, 4e but en 4 matchs pour lui. C'est un peu plus compliqué pour les Seagulls, mais a priori on se dirige pour une très bonne saison de Neil Maupay. Et à ces belles performances, il faut quand même rajouter 2 transferts d'anciens Brestois qui sont décidés dans les dernières heures du mercato. Le premier, tu l'as évoqué, c'est Habib Diallo qui se retrouve à Strasbourg dans ce qui va être peut-être le scandale de la saison côté messin. Ça a jeté de l'huile sur le feu, on va dire. Et l'autre, par contre, c'est une belle histoire. C'est Emmanuel Pérez qui retourne à Grenoble. Pour rappel, il avait quitté Grenoble, qui était alors en CFA, pour arriver au Stade Brestois. Et voilà, il boucle un peu la boucle en
retournant à Grenoble en Ligue 2. Grenoble qui est actuellement, il me semble, 2e de Ligue 2 quand même. Alors continuons ces news avec donc le point hebdomadaire sur le concours de pronostics, évidemment parrainé en partenariat plutôt avec la très belle, et évidemment la très belle de Jean Sim qu'on accueillera dans le podcast d'ici peu, on l'espère. Alors au niveau de la Rousse, donc un nouveau leader qu'on connaît, puisque c'est donc Noma FC qui reprend la tête devant Charlisson et XBX, évidemment, qui perd sa première place et qui se retrouve 3e. Donc on garde le même trio de tête, un trio de tête qui enchaîne les performances. Il va falloir aller les chercher. Et ce sera peut-être pas Fanche semaine difficile pour Fanche, qui perd 22 places et qui se retrouve à la 34e place. Et évidemment, le vainqueur de cette 6e journée du concours de pronostics donc sur la Rousse, c'est Keralich qui trouve 3 résultats parfaits et 4 bons résultats. Donc bravo à lui. On le salue. Malheureusement, il ne gagnera pas de lot comme a pu le faire. Attendez que je retrouve son pseudo. Segaligno. Exactement, donc Segaligno qui a reçu son lot de très belle. Donc voilà, il nous a gentiment envoyé une petite photo qu'on a repostée sur le Twitter. Donc voilà, ce n'est pas un scam. Il y a bien des bières en jeu, en tout cas à la fin de saison. Et de temps en temps pendant la saison aussi. Alors pour la petite anecdote, ma mère qui participe également à ce concours a trouvé le bon résultat de Brest-Monaco et s'est empressée de m'appeler pour savoir si elle pouvait avoir un lot de la très belle. Aïe. Et oui, évidemment les lots la très belle qui font des envieux. Et oui. Petite annonce également pour terminer peut-être ces news, c'est donc l'arrivée de Brest-Tonnerre entre guillemets sur internet ou en tout cas par écrit. Puisque on a décidé de collaborer avec donc un site sur les actualités du football breton, ou en tout cas le Twitter sera plus axé actualité, le site internet sera beaucoup plus axé analyse, et donc vous aurez l'occasion de nous lire plutôt que de nous écouter ces prochaines semaines avec plusieurs analyses sur divers sujets autour du Stade brestois, que ce soit des jeunes, que ce soit les féminines, que ce soit les pros, que ce soit tactique, que ce soit les portraits de joueurs, que ce soit divers formats. Et voilà, je vais par exemple de mon côté me pencher sur comment remplacer Ibrahima Diallo sur donc le site qui s'appelle Footbraze, évidemment. Donc on l'a partagé sur Twitter, on continuera de le faire au fur et à mesure des semaines. On a fait le tour, Yann. Oui, peut-être pour finir quand même la signature de Lilian Brassier hier dans les dernières heures du mercato, qui était attendu dernièrement. Mais voilà, c'est transition et dernière news, c'est Lilian Brassier et Brestois. Un prêt avec option d'achat obligatoire de 2 millions d'euros en cas de maintien du Stade brestois. Lilian Brassier et Brestois, et évidemment, il le restera. Le transfert du siècle, titre le Républicain Lorrain. Alors pour cette dernière partie justement, mercato, puisque donc le mercato vient de se terminer avec donc, si je dis pas de bêtises, 9 arrivées pour le Stade brestois et 10 départs. Donc on va les récapituler rapidement. Donc 9 arrivées pour un peu plus de 15 millions d'euros, entre 15 et 16 on va dire. On n'a pas les chiffres exacts pour quelques joueurs, et notamment les prêts. On ne sait pas vraiment si les prêts sont payants, notamment celui de Ronald Pierre-Gabriel. Donc Steve Mounier qui arrive de Huddersfield pour 5 millions d'euros, Christophe Herrel qui arrive de Nice pour 4 millions d'euros, Franck Honora qui arrive de Saint-Etienne pour autour de 4 millions d'euros, là aussi on ne sait pas trop, entre 4 et 5. Heriberto Tavares qui arrive de Benfica pour environ 1 million d'euros, Romain Philippodot qui arrive de Nîmes pour 500 000 euros, Romain Fèvre qui arrive de Monaco pour 400 000 euros, Ronald Pierre-Gabriel qui arrive de Mayence pour un prêt de 1 an reconductible 1 an, si je ne dis pas de bêtises, c'est exactement ça la formule utilisée. Lilian Brassier qui arrive de Rennes en prêt d'1 an avec une option d'achat obligatoire en cas de maintien de 2 millions d'euros. Et Jérémy Ledoiron qui arrive gratuitement en provenance de Saint-Brieuc. On peut rajouter à cela 2 signatures professionnelles de Rafiki Saïd et d'Iris Adio qui, il me semble, ont déjà quitté le groupe pro, qui ne s'entraînent plus avec le groupe pro malheureusement. Et en revanche, 10 départs donc pour un total de 15 millions d'euros. Voilà, donc avec un seul départ payant. Celui d'Ibrahima Diallo, donc à quelques heures de la fin du mercato pour Southampton en Angleterre pour 15 millions d'euros, plus 15% de bonus, il me semble, sur la potentielle plus-value. C'est ça. Hein. Voilà, c'est ça. Et donc une palanquée de départ gratuits, Jean-Charles Castelletto du côté de Nantes, Mathias Autrey du côté d'Auxerre, tout comme Donovan Léon, Johan Cour du côté de Caen, tu en as parlé, Kevin Maï qui rejoint la Turquie,
Derek Ozeyo qui rejoint Oxford, Guillaume Buon qui a signé à Bastia Borgo et David Kiki qui a signé en Bulgarie. Il me semble que Guillaume Buon, c'est un prêt. Eh oui, tout à fait, puisque c'est exactement sa description sur Twitter. Joueur professionnel au Stade Brestois prêté à Bastia Borgo, donc effectivement, à moins qu'il ait des infos erronées, il est effectivement prêté à Bastia Borgo. Eratum. Donc on se retrouve avec 9 arrivées pour entre 15 et 16 millions d'euros et 10 départs pour environ 12,4 millions d'euros, puisque donc on devait 20% de la plus-value à Monaco, 20% de 13 millions d'euros, ce qui équivaut à 2,6 millions d'euros. Donc on se retrouve à 12,4 millions d'euros sur le transfert de Ibrahima Diallo, ce qui est toujours très positif, puisqu'on l'avait recruté il y a un an pour 2 millions d'euros, donc ça fait 10,4 millions d'euros de bénéfices nets, ce qui est une excellente vente, même si vous pouvez imaginer un peu mieux, étant donné le contexte. Voilà, club anglais, dernier jour du mercato, généralement ça envoie ça rajoute les zéros sur le carnet tchèque. Là, pas été trop le cas, mais donc si on devait résumer ce mercato, Yann, avant de rentrer peut-être d'analyser un peu plus sur le départ de Diallo et l'avenir post-Diallo du Stade brestois, qu'est-ce que tu dirais sur ce mercato brestois qui a duré quand même un certain temps, puisque je crois que le mercato a duré environ 5 mois. C'est ça. Globalement satisfait, comme la majorité de nos auditeurs. On a mis un sondage sur Twitter, vous avez été 84% à vous déclarer satisfait du mercato. Pas le trouver excellent, mais être satisfait. Je vois beaucoup de gens qui se plaignent que Ibrahima Diallo n'ait pas été remplacé. On reviendra dessus. Et pour moi, c'est pas forcément le manque principal. Ce que je regrette vraiment, c'est l'absence d'une doublure à Steve Mounier. Mais sinon, je reste très satisfait, d'autant que, on va pas se mentir, je pensais que ça partait assez mal. C'est vrai que les premières recrues ont tardé à se faire venir. Il y en a quelques-unes ensuite. Il y a eu encore quelques semaines où ça a un peu bégayé. Mais finalement, on se rend compte que, je pense que tu seras d'accord avec moi, que l'effectif du 6 octobre est largement supérieur à celui du 6 juin. Oui, que ce soit en nombre et en qualité. Donc finalement, je pense que là-dessus, le mercato est de qualité. Voilà, maintenant, c'est difficile de juger un mercato quelques jours après la fin de celui-ci. On jugera un peu mieux en fin de saison. Mais il y a quelques joueurs qui apparaissent comme de très belles prises. Et la principale, je pense que c'est Romain Fèvre qui, avec 400 000 euros, alors j'imagine que Monaco a gardé un petit pourcentage sur la revente, mais imaginons que par exemple tous les autres joueurs échouent au Stade brestois. Avec Romain Fèvre, tu arrives à amortir un très grand nombre de ratés, et ça c'est un luxe. Ouais, et puis c'est d'autant plus satisfaisant que ça a l'air d'être un bon garçon. On a vu son interview après sa sélection en espoir. Ça pue le foot, on va pas se mentir. Donc ça fait plaisir pour lui et pour le club, tout simplement. C'est une garantie. Alors évidemment, on touche du bois. On va éviter de lui porter malchance. On espère qu'il se blessera pas, qu'il perdra pas de niveau brusquement d'ici quelques mois. Mais c'est vrai que il a pris déjà une valeur assez dingue. Tu le disais justement, il a été sélectionné en équipe de France Espoir, ce qui récompense. Alors je sais pas si c'est logique ou pas, mais son début de saison est quand même de très grande qualité, donc c'est pas illogique en tout cas. Mais c'est vrai qu'on est sur un joueur qui pourrait rapporter gros. Voilà, c'est un peu dur de dire ça, mais on pense déjà à un éventuel départ et une éventuelle grosse plus-value. Les joueurs comme ça se vend quand même à quelques millions d'euros. Donc de l'avoir pris pour 400 000 euros, Monaco, je pense, peut s'en tordre les doigts. Ou qu'est-ce que c'était l'expression que je voulais utiliser ? Sans mordre les doigts, évidemment. Et pas tordre. À part ça, Steve Mounier, qui oui. dit tout à l'heure. Lui aussi international. Les gros millions d'euros ont été dépensés pour Steve Mounier. Et jusque-là, puisque ça devient, comme Ibrahima Diallo devient la plus grosse vente de l'histoire du Stade brestois, Steve Mounier est le plus gros achat de l'histoire du Stade brestois, et pour l'instant il répond aux attentes qu'on pouvait avoir en Louis et au profil de plus gros achats du Stade brestois. Oui et non, pas le genre de mec qu'on va regarder H24, mais plus les matchs passent, plus je suis persuadé que c'est le joueur qui s'intègre parfaitement dans un collectif, qui, tu l'évoquais, est très complet. C'est pas une star, mais c'est ce dont on a besoin. Et un joueur également qui s'exprime particulièrement bien. Évidemment, on est très heureux de le voir réussir après sa conférence de presse
de présentation qui était tout simplement magnifique. Hein, et donc, ça donnait encore plus envie de le voir réussir. Et ce qu'il fait ce qu'il propose depuis son arrivée, c'est effectivement très intéressant. Et on espère que ça va continuer déjà pour lui, parce que ça a l'air d'être quelqu'un de très adorable et attachant, également pour l'équipe et le club. Alors, il y a quelques interrogations également. Je vais te lancer sur Heriberto Tavares, mais c'est vrai que voilà, ça pose question de l'intérêt de sa venue, puisqu'il est entré 2 fois, il me semble. Il a été absent du groupe 1 ou 2 fois également. Alors, je comprends bien que c'est un projet, mais Romain Fèvre est un projet également. Donc est-ce qu'il a vraiment montré... Alors voilà, on pose des questions. Est-ce que c'était peut-être un deal passé avec un agent de le trouver un nouveau club pour essayer d'avoir un nouveau joueur? On sait que Grégory Lorenzi avait déclaré être sur un joueur de l'Erzgebirge Aue, un jeune attaquant allemand, et qui avait le même agent qu'Heriberto Tavares. Donc on se demande si c'était vraiment placer un joueur pour en avoir un autre. Ça se fait de temps en temps, hein, donc voilà, on ne sait pas. Après, ce n'est qu'1 million d'euros, mais c'est vrai qu'il y a un point d'interrogation autour de Heriberto Tavares. Le point d'interrogation, je pense qu'il réside surtout sur le fait qu'il soit aussi régulièrement hors du groupe. À la limite, qu'il reste sur le banc tout le match, voilà, ça peut se comprendre, il y a de la concurrence, mais qu'il soit aussi rapidement sorti du groupe, c'est que soit il va y avoir un problème de niveau, ce qui me surprend un peu, parce que pour moi, l'écart entre la première division portugaise et la Ligue 1 n'est pas énorme. Il y a un écart, mais il n'est pas énorme. Soit il y a des problèmes d'acclimatation, d'investissement, c'est peut-être ça. Mais je pense qu'effectivement, on peut malheureusement pas compter sur lui, au moins jusqu'en décembre. Il y a aussi le côté... Tavares est arrivé à un moment où ça manquait de recrues, et peut-être que Grégory Lorenzi a voulu le faire pour montrer que voilà, il y allait avoir des recrues, quoi. Peut-être que s'il arrive le dernier jour du mercato, Grégory Lorenzi ne le signe pas. Oui, peut-être. Finalement, c'est un ailier dans un panier d'ailiers qui est quand même très conséquent. On peut citer Honora, Tavares, Philippe Otto, Fèvre qui peut jouer ailier, Le Doiron qui joue désormais ailier. Donc ça fait 5 ailiers recrutés. C'est quand même beaucoup pour un seul mercato. Alors effectivement, on avait besoin d'ailiers puisque Autrette, Court, Mailly à moindre effet. Grand Cyr également, effectivement, était parti. Mais 5 en un mercato, c'est beaucoup. Et celui qui est peut-être pas inutile, mais le plus indésirable désormais, c'est Tavares. Oui, il n'y a pas de mal à le lire, oui. Donc voilà, il y a des questions maintenant. À lui d'y répondre, évidemment. En français, évidemment, sinon on ne comprendra pas. À quelle note tu lui mettrais ce mercato à chaud? Non, ne réponds pas, c'est nul à chier comme question. Est-ce que tu as des regrets sur ce mercato? Tu as parlé de l'attaquant remplaçant, une doublure pour Simonier. Tu es d'accord avec moi pour dire que... Le non-remplacement de Diallo n'est pas dramatique. Le non-remplacement de Diallo n'est pas dramatique, mais peut-être la gestion du transfert de Diallo pose un peu plus question. Alors je parle pas de le vendre. Le vendre, c'est tout à fait logique. Il avait donné sa parole. Ça, je pense que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose à la fois pour le joueur et pour les prochains transferts. Ce sera un argument que Grégory Lorenzi pourra avancer pour accueillir d'autres joueurs de ce type, c'est-à-dire des jeunes prometteurs qui, après 1 an, pourraient aller voir ailleurs. Là-dessus, Grégory Lorenzi pourra dire, comme pour Ibrahima Diallo, je te donne ma parole, s'il y a une offre qui t'intéresse l'été prochain et que l'offre plaît au Stade Brestois, il n'y aura pas de souci, tu partiras. Mais c'est sûr que on sent que peut-être le départ, alors qu'il avait pourtant donné sa parole à Diallo, donc si une offre arrivait, que ce soit en juin, en juillet ou en octobre, il pouvait partir. On a senti quand même que ça tergiversait ensuite, que ça allait un peu dans toutes les directions pour trouver un remplaçant. Et là-dessus, ça pose question sur la préparation d'un éventuel départ de Diallo. Est-ce qu'il pensait qu'il allait finalement pas partir et que voilà, un club anglais n'allait pas faire d'offre? On ne sait pas, mais c'est vrai que ça a été un peu dans tous les sens ces derniers jours et ça montre pour moi un peu une gestion de la vente d'Ibrahima Diallo un peu brouillonne. Juste avant de répondre en soi à ta question, je vais quand même faire un petit point sur le départ de Diallo à Southampton. Quand même signaler que c'est à mon sens un très bon transfert pour le joueur et pour Brest, puisque tu l'as dit, il y a une plus-value à la revente. C'est un très bon plan pour Brest parce que Southampton, c'est une équipe qui arrive régulièrement à revendre ses joueurs à un prix très élevé.
Cet été, il y a eu Jorberg, il me semble, pour plus de 40 millions d'euros à Tottenham. Précédemment, il y avait quand même eu Virgil van Dijk. Un autre qui était parti à Liverpool, dont le nom m'échappe. Enfin, c'est un club qui revend très bien ses joueurs, donc on peut Un joueur espérer... comme Sadio Mané, par exemple. Oui, Sadio Mané, exactement. Et donc Je on sais peut pas si tu le espérer... connais, c'est un ailier pas dégueu. On peut espérer une plus-value pour lui. Et puis même pour le joueur, ça va être assez plaisant parce que Southampton, c'est quand même une équipe qui essaie de jouer. Bref, petit aparté fini. Je te rejoins totalement. Et... Donc je continue juste en aparté rapidement, puisque l'entraîneur c'est Ralph Hasenhüttl, donc qui est l'ancien entraîneur du RB Leipzig. Donc effectivement, je pense que si tu es passé par le RB Leipzig, c'est quand même que tu as des idées de jeu que tu ne changeras pas d'un club à un autre. Et là-dessus, évidemment, RB Leipzig, donc ça veut dire pressing. Et là-dessus, Ibrahima Diallo est parfaitement dans l'idée. Et du coup, je reviens à ta question. Effectivement, moi, ça m'a beaucoup dérangé dans le sens où si on avait dit, bon, bah voilà, Diallo est parti, on va faire avec ce qu'on a, point, ça, j'aurais été d'accord, il n'y aurait eu aucun souci. Mais là, j'ai eu effectivement, comme tu dis, l'impression qu'on a un peu cherché dans tous les sens le dernier jour. Et je pense que ça a nuit aux autres dossiers qu'on voulait. On cherchait quand même une doublure en numéro 9. Il me semble qu'on cherchait un deuxième gardien. Peut-être qu'il arrivera libre. Mais au final, la dernière journée de mercato, on l'a passé à chercher une doublure à Ibrahima Diallo, enfin un remplaçant. C'est regrettable. C'est assez surprenant de voir que, moi dans mon esprit, en fait, étant donné que Diallo, on sait depuis techniquement l'année dernière, puisque Grégory Lorenzi lui avait dit l'année dernière que l'été prochain, en cas de bonne offre satisfaisante pour le club et pour lui, il pouvait partir. Normalement, on a quand même une liste de potentiels remplaçants, une liste de, je dirais 15-20 noms, quoi, qui, voilà, si Diallo part, on contacte chaque joueur, chaque club de ces joueurs, et normalement, il y en a sûrement un qui sera disponible pour le Stade Brestois. C'est pas l'argent qui manque, puisque je pense qu'on avait une enveloppe assez conséquente d'argent. On n'avait sûrement pas besoin de la vente de Diallo pour être économiquement en bonne forme, on va dire. Attractif, ouais. Mais c'est vrai que là, on avait l'impression que, ça regardait des vidéos de joueurs au pied levé et que ça, tiens, lui, t'es pas mauvais. Tiens, je vais appeler son agent, quoi. On avait aussi l'impression qu'il attendait l'opportunité. Et ça, c'était assez étrange pour un transfert qui aurait quand même dû être préparé depuis au moins janvier, je dirais, avec des pistes qui devaient être confirmées depuis mars, depuis avril, mai. Il y a quand même eu pas mal de temps pour regarder à droite et à gauche ce qui se faisait, des profils à entourer, à regarder. Et notre coordinateur sportif nous a pas habitués à un travail aussi peut-être brouillon. Peut-être on se trompe, peut-être qu'il y avait tout ça, mais c'est vrai que c'est pas l'impression qui a été rendue par cette gestion du départ de Ibrahima Diallo. Juste pour étayer tes propos, on va quand même faire une liste rapide des noms qui sont sortis. Donc il y a eu Jean Lucas de Lyon, qui, lui, son départ était conditionné au fait que Jeffrey Adelaide reste ou non. Donc effectivement, ça semble sortir un peu de nulle part. Anne-Noah Massengo, qui avait été déclaré persona non grata à Bristol City la semaine juste avant. Olivier Hencham, qui ne semble pas spécialement sur le départ du côté du Celtic Glasgow. Et là aussi, c'était un prêt. Et oui. Ça aussi, ça montre pour le coup que ça n'a pas vraiment été préparé, quoi. Et le dernier nom, c'était Ibrahim Mamadou, qui était persona non grata du côté de Séville et qui part à Angers, globalement, puisque son copain Sofiane Bouffal y va. Ça semble quand même être des joueurs qui étaient disponibles depuis une semaine, quoi. Et il y a également eu Kwadio Koné, Manu Koné, je ne sais pas exactement comment on l'appelle, de Toulouse. Son nom a été évoqué et pour le coup, ça ne m'aurait pas déplu. Bon, à part ça, c'est quand même un mercato de qualité, en tout cas ça montre quand même que Brest monte en puissance au niveau des noms recrutés, des sommes dépensées. Et ça, pour un supporter, c'est quand même assez agréable. Et globalement, même si ça manque, je dirais, un peu de créativité, parce que sur la dizaine de recrues, il n'y en a qu'une qui est véritablement étrangère. C'est Tavares. Donc voilà, il faudrait peut-être un peu prospecter ailleurs qu'en France. Mais c'est vrai que, en tout cas sur ces premiers matchs, qui est le véritable bulletin, entre guillemets, du mercato, les premiers matchs sont quand même plutôt satisfaisants, et les recrues qui jouent sont également plutôt satisfaisantes. Même un Franco Nora a été vraiment très mauvais contre Nîmes, mais s'est rattrapé, a marqué contre Lorient. Donc il n'y a pas vraiment déjà de gros flops, ce qui est agréable.
Et il y a quand même quelques joueurs qui laissent entrevoir de très belles promesses, comme Fèvre, comme Mounier, comme Erel, qui a plutôt été un peu inconstant, qui je pense est une plus-value assez nette. C'est quand même assez agréable et un beau mercato d'une manière générale. Si j'avais voté comme nos auditeurs, j'aurais sûrement mis satisfaisant également. Tu évoques l'écart individuel, puis même quand on prend une photo plus large de l'effectif, c'est très satisfaisant. Il n'y a quasiment aucun poste qui est vide où il y a des manques. Quand on voit qu'à Marseille, ils n'ont même pas un seul latéral droit, c'est très plaisant. J'étais pas loin de mettre excellent, mais effectivement, le manque de doublure devant peut mettre satisfaisant. Mais oui, là, supporter brestois, on n'a pas à se plaindre de ce mercato. Et d'une manière générale, c'est encore un très bon mercato que Grégory Lorenzi nous propose. Et c'est quand même une constante depuis qu'il est arrivé finalement. Donc désormais, il a gagné plus que le bénéfice du doute. Et c'est peut-être l'un des actifs les plus précieux du Stade brestois à l'heure actuelle. Maintenant, c'est vrai que Grégory Lorenzi, j'imagine qu'il sait la chance qu'il a de pouvoir faire un peu pas n'importe quoi, mais ce qu'il veut avec l'argent, puisque c'est vraiment lui qui a les pleins pouvoirs sportifs. C'est peut-être pas ce qu'il aura du côté de tous les clubs. Donc je ne sais pas exactement où on est son contrat au Stade brestois, mais prolongé, hein, évidemment. Yann, sur ce, je crois que nous avons le 50e podcast qui est terminé. Je vais te remercier de l'avoir fait avec moi. On salue Fanch, évidemment, qui était dans le conseil de classe. J'imagine qu'il aurait préféré être ici avec nous, mais voilà, le devoir l'appelait. De notre côté, on va vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Alors on ne sait pas exactement ce qu'on fera la semaine prochaine. En tout cas pour la première partie, puisqu'il y aura le match de Nantes à présenter, un match qui devrait être, on devrait avoir un peu plus le ballon, donc qui devrait être un peu plus agréable à regarder, en tout cas pour notre point de vue. Espérons un résultat similaire à celui contre Monaco. Mais voilà, on va vous donner rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et évidemment, même si l'équipe professionnelle ne joue pas ce week-end, allez Brest. Genavo. Allons sur le quai Guédon, devant le petit pont, chanter la chanson. Le branle-bas de la croisière et dans la blanche baleinière. Jean-Boué, notre brigadier, son bol est caplé un peu sur le côté. Me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes 20 ans.